Merci. Et j'aimerais remercier nos combinautaires pour cette excellente vidéo. Nous en avons une vidéo d'Epson qui sera affichée dans les prochaines sessions. C'est un petit peu plus long et ça va nous raconter plus une histoire, mais on aimerait passer justement à cette présentation de Dr. Camille parce que ça va être fort intéressant et pour notre communauté de patients. Je vais vous lire la biographie de Christine Kelly. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Elle se retrouve aussi à Ottawa. Tous ces médecins à Ottawa sont tellement généreux avec leur temps et leur soutien. Alors, merci. Alors, vos intérêts de cliniciens dans la survie et le développement des traitements, nous avons eu l'occasion de travailler sur une session avec le Forum du cancer de rein canadien. J'apprécie vous et Jennifer Jones qui travaillent dans l'initiative de survie parmi le réseau de recherche en matière de cancer de rein a été fort intéressant. Et c'était un moment très intéressant de pouvoir travailler avec vous et votre collègue. Alors, merci beaucoup. Vous allez nous partager les faits saliants d'Esmond. Alors, il y avait des conclusions assez importantes qui ont découlé de ce colloque. Alors, on a hâte d'entendre de votre part. Merci. Merci, Christine. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je pense que Cassine est en train va afficher les diapos. Alors, super. Est-ce que tout le monde peut visualiser les diapos? Oui, super. Merci. Merci, Christine, et merci pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de pouvoir assister à ces rencontres. Je crois, je les considère un privilège. Alors, je vais examiner les faits salients en matière du colloque ESMO. Alors, c'est une rencontre qui a eu lieu en Espagne, puis ça comprend tous les différents cancers, hein, mais clairement, je vais me faire pencher sur le cancer de rein. Je vais voir si je peux passer à la prochaine diapo. Alors, voici mes divulgations. Alors, je vais parler un petit peu de différentes présentations. Alors, ça se passe essentiellement sur le carcinome à cellules rénales métastastiques. Alors, c'est des patients qui ont subi des cancers du rein métastasé, puis s'est propagé l'autre partie du corps. Alors, on va se pencher sur les différents traitements qui sont disponibles. Alors, très semblablement à les propos du docteur Swalma, c'est de pouvoir de contrôler ou d'endormir le cancer pour éviter que ça se propage à d'autres parties du corps pour assurer vivre plus longtemps avec une meilleure qualité de vie. C'est qu'est-ce qu'on vise à faire. Alors, ces présentations se penchent sur justement le carcinome à cellules rénales métastastiques. Et c'est pas justement de type de cellules claires, mais mais ça n'a pas touché sur le sujet malheureusement. Alors, j'allais passer un petit peu de temps, de vous donner un petit peu de conjoncture concernant où on se trouve présentement. Et la manière de pouvoir gérer la- cela, c'est de pouvoir de comprendre les molécules, alors les traitements traditionnels de chimiothérapie que les gens reçoivent pour pouvoir traiter le cancer du sein et d'autres, et ça fonctionne pas très bien pour les patients atteints du cancer du rein. Alors, il y avait des médicaments qui visaient le cancer du rein. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'échelle moléculaire, nous avons le gène qui crée protéine, et ce protéine n'est pas en train de fonctionner correctement parmi les patients qui sont atteints des cancers de rein. Alors, justement, le FHL devient plus prévalent et cela amène un signalement cellulaire qui, euh, qui mène à la cellule à grandir davantage. Alors, il y en a qui s'appellent des facteurs de croissance cellulaire, puis on appelle le mTOR. Alors, lorsque les scientifiques comprenaient qu'est-ce qui se passait, ils pouvaient développer des traitements pour pouvoir cibler les différentes maladies. Alors, il y avait
il y a sorafenib, axilotep, pazopanib, raf et cabozantinib. Ça, c'est les médicaments qu'on est en train d'utiliser pour gérer la maladie et le cancer. Alors, on ajoute en sunitinib et ça, c'est vraiment la norme exemplaire au Canada que nous allons utiliser pour les gens qui sont atteints de ce type de maladie. Mais lorsqu'on a pris davantage à propos de cette maladie à l'échelle moléculaire, il y avait quelque chose qui se passait avec le système immunitaire qui n'était pas compris. Alors, ils ont identifié des différents traitements. Alors, des traitements intervenus pour mieux aider le système à identifier le cancer. Alors, ça, c'est un traitement fort important pour justement ce type de maladie. Alors, voici les différentes options de traitement de première ligne. Alors, on a IO. Alors, c'est l'immunothérapie que nous avons utilisé un doublet qui s'appelle Imponama. Ça, c'est une option que nous utilisons pour les options. Et l'autre option, c'est une combinaison de IO et des inhibiteurs VEGF. Alors, c'est l'immunothérapie et l'autre, c'est un inhibiteur ciblé. Alors, ces deux types de traitements ont été comparés à sunitinib, qui était notre norme d'or. Et ces deux combinaisons de traitements ont démontré qu'ils sont capables d'améliorer la survie générale, ont devenu justement la norme de soins pour les patients cliniques. À différents facteurs qu'on utilise pour pouvoir déterminer les médicaments que nous allons utiliser en combinaison, mais un élément qu'on prend en considération, c'est la catégorie du pronostic. Donc, qu'est-ce qu'on nous amène là? Le risque pronostic tel que mentionné par mon collègue. Il y a des cancers de rein qui vont aller assez lents, mais il y en a d'autres qui vont avancer assez rapidement. Nous avons des astuces pour nous signaler comment les cancers vont agir parmi les patients. Alors, pour les patients atteints d'un cancer plus agressif, et cela s'est basé sur différentes abnorma- abnormalités dans les prix sanguins, etc. Alors, pour ceux qui font face à un cancer plus avancé, alors les prognosis négatifs, on sait que le prognostic fonctionne pour ces patients. Mais la combinaison justement immunothérapie et justement ces thérapies VEGF peuvent être utilisées pour des cancers plus lents et pour le patient qui ont un risque plus faible. Alors, en vue des études qui ont été menées au cours des dernières années, ça, c'est le document de consensus que nous avons préparé. Alors, ce consensus canadien qui offre des orientations vis-à-vis des différents traitements optimaux pour les traitements de première ligne. Alors, les patients qui sont atteints de risques favorables, des tumeurs plus lents, notre préférence est d'utiliser la luminothérapie, puis une, justement, c'est l'inhibiteur VEGF. Alors, au Canada, les médicaments qu'on est en train d'utiliser, c'est le Pembro, l'Enva et le carbo. Alors, le niveau, c'est une autre combinaison qui n'a pas été encore approuvée pour son utilisation. Et pour tous les candidats qui peuvent pas être, recevoir une thérapie, ils peuvent utiliser le Pembro, mais les autres, même des patients qui ont été atteints d'une maladie plus lente, ils peuvent utiliser surveillance, ils peuvent utiliser SP, SFRPT. Alors, pour ceux qui sont atteints par une maladie un peu plus agressive, vous pouvez utiliser ces combinaisons d'immunothérapie VEGF, mais ça demeure une option. Alors, voici, c'est le point de départ pour les patients. Alors, les différents documents qui ont été discutés ont essayé de faire progresser cette option pour voir comment on a pu améliorer le soin offert aux patients. Alors, la première présentation que je voulais aborder vis-à-vis ESMO, alors voici, c'est très semblable. Alors, c'est une combinaison de immunothérapie et une thérapie ciblée VGF. Alors, on appelait ça Toripalimab. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça a été utilisé pour des cancers et c'était approuvé aux étudiés ou approuvé par l'FDA et en Europe. Et c'était combiné avec acinib. Alors, c'est un inhibiteur qu'on a utilisé. C'est un traitement ciblé. Alors, ils sont en train de le comparer à sunitinib. Qu'est-ce qui diffère de cette étude? C'est que ils se penchaient justement les maladies atteintes d'une maladie métastatique pour eux et versus des patients avec des maladies favorables. Alors, qu'est-ce qui était important?
De cette étude, ça a été fait uniquement en Chine. Alors, au Canada, nous avons accès à l'immunothérapie, à aussi des traitements combinés. Mais en Chine, c'était seulement justement les inhibiteurs VEGF et sunitinib. Alors, ils n'avaient pas les autres médicaments que nous avons à notre disposition. Cette étude a été menée en Chine pour voir s'ils pouvaient créer une combinaison qui pourrait aider les patients atteints de la maladie. Alors, voici justement une étude à phase. Alors, vous êtes en train de comparer une combinaison de médicaments à la norme de soins. Et dans ça comprenait des patients chinois qui étaient atteints de carcinome cellulaire rénal métatastique qui devaient avoir justement cette maladie. Il y avait 400 patients. Il y en a un qui ont reçu le toripalam et l'axium et l'autre bras a reçu la norme de soins. Dans cette phase, vous voulez comparer ces deux groupes pour pouvoir à qui va mieux performer. Alors, on regarde par exemple par les critères. Alors, le critère primaire, c'est de pouvoir se pencher sur la survie. C'est le temps qui découle lorsque le patient commence un nouveau traitement et lorsque c'est le premier signe que le cancer est à empirer à travers l'imagerie. Alors, dans cette analyse, on vise à voir si le cancer est en train de progresser à travers que ce n'étaient pas les inquiéteurs qui sont en train de le faire, que c'était les spécialistes qui sont penchés sur les imageries. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est les patients n'utilisent pas quel auquel ils vont appartenir, c'est vraiment randomisé. Par la suite, de voir si le cancer allait rétrécir, puis la survie générale. Alors, le premier point de données qu'ils ont présenté, c'est s'appelle justement la progression libre ou la survie libre de progression. On appelle ici la courbe ici. Alors, on voyait ici sur la diapo, vous avez les différents pourcentages de patients où le cancer n'a pas empiré. Alors, il y a deux lignes. La ligne rouge est sous-TAS, ça c'est la norme de soins et la ligne bleue, c'est une combinaison de Torrey, Palamap et Axinib. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ça, ces deux cours sont séparés et la ligne supérieure, la combinaison du bras combiné, c'est supérieur. Et lorsqu'on regarde une progression, une survie libre de progression, les patients moyens ont consommé le médicament pendant 18 mois avant qu'ils ont vu que le cancer s'empirait dans les images versus les 10 mois dans l'autre bras. C'était statistiquement important, ainsi que le critère ou répondait aux critères de leur étude. Ils sont aussi penchés aux réponses de tumeurs. Alors, c'est de voir si justement si le cancer va rapetissir. Alors, si vous regardez sur la diapo, alors vous avez cette étude, alors les patients qui ont reçu la combinaison 50% ont un type de rétracement. Alors, ils avaient justement la réponse complète. Alors, justement, le tumeur a disparu dans toutes les imageries qui ont été prises alors les radiologues ne pouvaient pas le voir. C'est pas veut dire que le cancer est complètement disparu. La plupart, ça pourrait réapparaître, mais c'est vraiment une belle, excellente réponse et c'est qu'est-ce qu'on vise. Mais versus le sénétique, alors justement, le rétrécissement était à 31%. Alors, on va faire 4% qu'on appelait une réponse complète. Et l'étude a aussi de regarder la survie générale pour voir déterminer la survie des patients. Présentement, les données sont trop immatures. Ils ont besoin de plus de temps s'écouler pour pouvoir répondre à cette question. Mais c'est lorsque vous regardez justement cette courbe Kaplan-Meier, vous pouvez voir aussi les deux lignes. Alors, la ligne bleue supérieure, c'est une combinaison de toripalimab et l'axinib, et la ligne rouge, c'est le nitinib. Alors, vous pouvez voir que les deux lignes commencent à avoir une diversion. Alors, nous avons le raison de risque 0,01. Alors, c'est très, il arrive justement une survie générale, mais on a besoin d'avoir les résultats pour savoir si ça fonctionne ou pas. Alors, quelles sont les leçons tirées pour Torrey Malapé et Exetis? C'est une combinaison de régime immunothérapie vis-à-vis une survie générale. Alors, les quatre combinaisons qui sont disponibles présentement, c'est un petit peu trop tôt pour déterminer. C'est justement une survie générale, mais il semble d'aller dans cette direction. Qu'est-ce qui est unique à propos de cette étude? Ça comprenait seulement des patients
qui avaient les maladies plus pour eux, que cette étude a été exclusivement menée en Chine. Peut-être vous êtes en train de demander si ces données s'applicables à notre conjoncteur, la conjoncture européenne ou Amérique du Nord. Oui, je crois que oui. Je pense que les conclusions sont très semblables à les d'autres conclusions que nous avons vues. Est-ce que cela va avoir un impact sur les patients canadiens et canadiens? Je pense que l'impact est assez faible parce que nous avons déjà d'autres conclusions qui sont très semblables. Cependant, à l'échelle mondiale, cet impact est assez élevé. Lorsque vous regardez les nouveaux cas de, de les maladies de carcinome de la cellule rénale métastique, on les voit en Chine. Alors, il y avait des patients qui avaient seulement accès au Sunitinib et maintenant, avec cette publication, ils vont avoir accès à cette combinaison et ils vont avoir des résultats euh, meilleurs. Alors, suite à ce consensus, je pense que cette combinaison correspond à nos options. Je pense pas que c'est que notre option préférée, juste à temps qu'on est capable de voir le taux de survie général. Alors, ces combinaisons n'est pas disponible au Canada. Alors, si on passe justement, c'est la deuxième ligne. Alors, quoi faire que les patients qui sont atteints d'un carcinome à cellules rénales métastatique, ils ont reçu la immunothérapie avec pénipocenetinib pour des traitements combinés. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces patients par la suite? Quelle est la prochaine étape ou le prochain traitement qu'ils vont recevoir? Voici notre document de consensus que nous avons préparé pour 2021. Alors, pour les patients qui ont reçu un inhibiteur VEGF ou synaptropinophrine, on a des bonnes données qui démontrent que justement novolopab pour le cas cabozantinib fonctionne pour les deux patients. Cependant, pour les gens qui ont reçu des immunothérapie, alors par exemple, un inhibiteur où ils ont reçu une combinaison du VEGF par voie orale ou mais on ne sait pas justement quel est le prochain traitement. On ne sait pas quelle est la meilleure séquence de médicaments. Alors, différentes options. Alors, cabazitaxel, parce qu'on a les comprimés, une combinaison de lenvatinib pazopanib et sonotib, qui sont des inhibiteurs VEGF. Mais on ne sait pas quel est le meilleur traitement à offrir. Alors, il y a plusieurs recherches sont en train d'être menées. Un autre médicament qui est fort important, c'est belzutifan, c'est qui utilise un autre mécanisme. Alors, différentes études qui examinent ces combinaisons. Alors, ces études s'appellent Nightspark et j'aimerais vous présenter deux de ces publications. J'aimerais vous parler un petit peu de belzutifan. C'est un, un médicament par voie orale. Et qu'est-ce qu'ils ont vu justement pour les individus qui ont des maladies, une même maladie génétique, alors les gens sont en train de mutation dans leur gène. Ils ont dans le VHL, puis ils sont pas capables de générer la bonne protéine. Alors, ce qu'ils vont justement, cela, ça a fonctionné très bien pour ces patients. Ces patients ne sont pas capables, sont un risque de cancer du risque et des tumeurs dans d'autres parties de leur corps. Et Belzutifan a été démontré par Santé Canada ou a validé par Santé Canada pour qui atteignent la maladie sous-mentionnée. Et la manière que ça fonctionne, si on se penche sur le cancer de la maladie du rein, alors les gens, 80% qui étaient atteints justement, qui n'avaient pas un lien génétique qui représente la plupart de nos nations, ils avaient justement des aberrations de VHL. Et qu'est-ce que Zulufan fait? C'est essentiellement, ça bloque l'interaction avec d'autres molécules qui sont en train de se déplacer parce que le VHL est endommagé. Et parce qu'on est en train de bloquer justement cela, ça amène justement une baisse de tous les autres mécanismes que vous voyez sur le diapo. Alors ça, c'est une belle manière de pouvoir s'attaquer au cancer du rein. Il y a eu une présentation qui a été offerte par Laura Alpogin, qui est un oncologue médical et un chercheur qui est très bien respecté de la communauté médicale. Elle a présenté des données qui se penchent sur le Belzutifan versus un autre médicament qui s'appelle Everolimus, qui est un inhibiteur pour les patients qui ont reçu un traitement au préalable pour le cancer du rein. Alors ça, c'est l'une des premières qui ont été menées. Alors, pendant ces études, ils ont compris les patients qui sont en train qui sont des patients atteints de MRCC. Alors, ça comprend les patients qui ont reçu justement une immunothérapie et des patients qui avaient reçu des inhibiteurs VEGF. Alors, il y a à peu près 700 patients. Ils ont été randomisés ou
divisé. Alors, ça prend ça 100. Il y avait une partie, le premier groupe c'est 120 milligrammes, puis après, l'autre 10 milligrammes. Puis il y avait 700 patients qui ont été impliqués dans cette étude. Alors, dans cette étude, ils sont penchés sur deux conclusions principales. Alors, on va voir justement ces médicaments pour pouvoir de éviter que le cancer s'empire. Puis, ils ont regardé aussi la survie générale. Mais ça, c'est justement une analyse intermédiaire. Alors, les données sont pas assez matures, puis ils ont juste regardé le taux de réponse complémentaire. Alors, c'est important de regarder justement les caractéristiques de référence des patients. J'aimerais vous attirer votre attention à la dernière ligne. Alors, la plupart des patients, on dit un 80% avaient reçu des, des lignes de thérapie précédentes. Alors, il y avait plus que 80% des patients avaient un ou deux, trois lignes de patients. Alors, c'est un groupe de patients que leur cancer a reçu différents types de traitements. Alors, lorsque vous avez plusieurs types de traitements, il y a, il y a le médicament est moins susceptible de fonctionner. À voir maintenant comment ce médicament a fonctionné ici. Alors, voici la curvie, aussi la survie ou aussi libre de progression. Alors, vous pouvez voir cette progression pendant les prochains 6 mois. Les cours sont très semblables. Alors, on voit un peu de chevauchement au début. Ben, ensuite de la marque de 6 mois, vous pouvez voir justement ces courbes s'écartent. Alors, la courbe le bleu est aussi un petit peu plus élevée que la ligne rouge. Alors, ça aide de pouvoir contrôler le cancer davantage dans ce moment. Alors, une des conclusions, c'est que ce médicament, ça prend du temps à fonctionner. C'est la raison pour laquelle c'est seulement aux 6 mois qu'on commence à voir les améliorations, mais aussi peut-être qu'il y a un groupe de patients qui sont en train de en tirer bénéfice, mais on le voit plus tard. Alors, ça, c'est une conclusion positive et fort enthousiaste. Alors, ils sont se penchés justement les sous-groupes. Alors, nous avons appelé ici un four spot en anglais. Alors, ils sont penchés large, les âges qui sont plus au-delà de 65 ans, moins de 65 ans, hommes, femmes, où ils ont été traités, combien de lignes de traitement ils ont reçues. Et ici, dans ce quatrième ligne, on voit justement le centre au milieu. Alors, tout ce qui se voit justement à droite, c'est en faveur de l'Alzheimer's. Et tout l'autre qui se trouve à gauche est en faveur des nouveaux traitements, la benzophénone, parce que tout ce qui se trouve à gauche et tous les différents sous-groupes, ça semblait en tirer profit. On s'est penché aussi, la survie générale, c'est trop tôt parce que là, les données sont en train de se maturer, mais présentement, les cours sont assez semblables. Alors, on va devoir voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, cette donnée sera présentée à des conférences à l'avenir. L'autre élément qu'ils ont examiné, c'est les taux des réponses et de rétrécissement avec belzutifan, on voyait un rétrécissement de 22%, puis il y avait et puis on avait une remplace complète ouais, pour ceux qui avaient reçu ce Upper Ils sont penchés sur des données en matière de sécurité. Il me semblait tolérable. L'élément que nous avons examiné, c'est le nombre de patients qui doivent arrêter de prendre le médicament à cause des effets secondaires aux toxicités. Puis avec Berozusavan, il y avait seulement 6% qu'on devrait arrêter de consommer le médicament à cause des effets secondaires si on se compare avec Everolimus qui est à 53%. Alors, c'est justement que Berzosamine, c'est un médicament qui est mieux toléré. Alors, ils sont aussi se pencher sur les patients et leur conclusion. Ça, c'est pas des médecins qui sont en train d'interpréter les effets secondaires des patients, c'est les patients qui sont en train de nous parler des effets secondaires de qualité de vie. Puis ils ont fait deux indicateurs de vie séparés, des sondages qui seraient complétés par patient. Vous pouvez voir dans les deux graphiques alors que la ligne verte, que la qualité de vie est évaluée par différentes mesures qui est fort positive. Quels sont les points à retenir sur belzutifan? Donc, c'est la première étude randomisée en utilisant un comparateur actif et c'était meilleur par rapport à la survie sans progression. Donc, c'est un nouveau mécanisme d'action, cet inhibiteur anti-HIF alpha. Donc,
les patients avaient subi une immunothérapie ou une thérapie VEGF, la survie sans progression et le taux de réponse objectif ont été atteints. La survie globale n'a pas encore été atteinte, mais il y a toujours une analyse en cours. Donc, ces médicaments ont été très bien tolérés. Donc, pour le Canada, c'est une bonne chose et j'espère que ce sera une option de traitement qui sera bientôt disponible. Donc, notre document de consensus, j'espère qu'il sera disponible aux patients qui ont déjà subi d'autres traitements comme le VEGF. On espère que belzutifan sera une option pour nos patients bientôt. L'autre étude LightSpark dont je vais parler est une étude qui a combiné cabozantinib et belzutifan. Donc c'est pour des patients avec un cancer avancé. Donc c'est la recherche de Tony Choueiri, qui est un chercheur de renom dans le domaine du cancer du rein de Dana-Farber à Boston. Donc c'était une mise à jour d'une étude précédente qui comprenait deux groupes de patients. Des groupes qui n'avaient jamais subi de traitement, c'est-à-dire naïfs de traitement, qui ont reçu la combinaison des deux médicaments, et l'autre groupe étaient des patients qui avaient subi une immunothérapie et qui n'avaient peut-être pas eu un traitement ciblé comme un inhibiteur VEGF. Ces patients ont aussi reçu la même combinaison des deux médicaments. L'objectif de l'étude, c'était de déterminer si les tumeurs ont été rétrécies, et on a aussi étudié la survie sans progression et le profil de sécurité des médicaments. Donc, le taux de réponse objectif, j'aimerais à ce que vous regardiez ce qui est en rouge. Donc, pour la première cohorte, c'est-à-dire des patients n'ayant jamais subi de traitement, s'ils ont reçu la combinaison de médicaments, la probabilité de voir un rétrécissement était 70%, donc très élevé. On a aussi étudié les patients avec une maladie qui se propage lentement, avec un risque favorable et avec un risque intermédiaire. Et on voyait un taux de réponse de 80 et de 60%. Dans la deuxième cohorte, les patients qui avaient déjà subi un traitement, le taux de réponse en matière de rétrécissement était inférieur à 30%. Et pour ce qui est des patients favorables, en fait, c'était une bonne chose. On a aussi étudié la maladie progressive, c'est-à-dire des patients qui n'ont eu aucune réponse dans le cancer qui a continué de se propager. Il n'y a eu qu'un seul patient qui a eu cela. Tous les autres patients se sont vus leur cancer rétrécir ou stabiliser. Et chez les patients qui avaient déjà eu beaucoup de traitements, il n'y a eu que 3 patients où le cancer a progressé durant le traitement avec ce médicament. Une autre chose que j'aimerais vous montrer, en fait, on l'appelle une tableau de chute d'eau, et qui vous montre le pourcentage de changement dans les lésions ciblées. Et donc, typiquement, on suit 2 lésions. Donc, vous voyez à 0. Donc, si vous êtes supérieur à 0, c'est-à-dire que la tumeur devient plus grande, et inférieur à 0, c'est le contraire. Donc, les patients de la première cohorte qui n'ont pas eu de traitement et qui ont reçu la combinaison des deux médicaments, l'ensemble des patients ont eu un rétrécissement de la tumeur primaire entre 10% et 100% de rétrécissement. Et les patients qui avaient déjà subi un traitement important, plus de 80% avaient un certain rétrécissement de la lésion ciblée. C'est une bonne chose. On a aussi étudié la sécurité, et la combinaison était tolérable et il n'y avait pas eu de toxicité ou effets secondaires imprévus. Le message à retenir, c'est qu'on peut utiliser les deux médicaments, ou on peut combiner belzutifan avec d'autres médicaments. L'efficacité du traitement était chez des patients qui étaient naïfs de traitement et des patients qui avaient subi un ou deux types de traitements. Chez les patients qui n'avaient jamais eu de traitement, peut-être c'est une bonne chose.
pour des patients qui ne peuvent pas subir l'immunothérapie en raison d'une greffe de rein ou en raison de maladies immunitaires. Et il y a plusieurs études LightSpark en cours pour définir le meilleur rôle de belzutifan. Donc, d'après moi, cette combinaison de médicaments pourrait être une option de traitement pour les patients qui ne peuvent pas subir une immunothérapie. Et pour un traitement de deuxième ligne, ça pourrait être une option pour les patients après avoir subi un traitement précédent. Mais la question, c'est est-ce que belzutifan pourrait être combiné avec un meilleur médicament? Voici quelques-unes des études en cours. Il y en a 4. Celle-ci est une étude de traitement d'appoint, c'est-à-dire qu'on met à la preuve cette combinaison chez des patients qui ont eu une néphrectomie où la tumeur a été enlevée et le risque est élevé de voir une récidive. Donc ces patients se font tester avec une combinaison de médicaments. Donc ce sera un traitement triple qui comprend pembrolizumab. On va aussi peut-être combiner belzutifan et d'autres médicaments avec une patiente qui a déjà subi une immunothérapie. Et il y a une autre étude de maladie avancée qui compare le belzutifan et le belzutifan combiné avec palbociclib. Donc c'est vraiment bien de voir que belzutifan se fait utiliser dans plusieurs endroits pour choisir le meilleur traitement pour les patients atteints de cancer. Et donc finalement un peu de contexte canadien. Voici une affiche qui a été présentée par André Lee Lamelin. C'est un oncologue médical qui a travaillé avec Danny Heng à Calgary. Elle travaille maintenant au Québec. Elle a présenté cette affiche. C'est une étude sur des patients qui font partie d'une base de données qui s'appelle l'IMDC, International Medical Renal Cell Consortium. Donc, c'est-à-dire une base de données qui entrepose les données du cancer particulier de patients. Donc, ces données font partie de cette base de données qui a commencé au sous-sol de Danny Heng à Calgary et qui est maintenant d'envergure nationale. Il y a 10 ou 20 000 patients dont les informations sont stockées dedans. On peut donc répondre aux questions en utilisant des données du monde réel. Dans ce cas-ci, si un patient reçoit nivolumab, qui est un traitement standard, quel est le prochain traitement? Sunitinib, le médicament normal, inhibiteur de VEGF, ou cabozantinib, qui est un médicament oral. Et donc, on peut répondre à ces questions en utilisant ces données du monde réel. Il y a eu 121 patients qui avaient pris le cabozantinib et 123 qui ont pris le sunitinib. Et donc, on voulait comparer le résultat entre ces deux groupes de patients. Donc, ce tableau, c'est le taux de survie. Et vous voyez qu'en vert, c'est plus élevé. Donc, en vert, c'est cabozantinib, en rouge, c'est sunitinib. Et donc, les patients vivent plus longtemps ou ont de meilleurs résultats s'ils reçoivent cabozantinib. Et c'était important sur le plan statistique. On a aussi posé la question, il a fallu combien de temps avant de voir l'échec du traitement? Est-ce que les patients ont pu tolérer ces médicaments pendant plus longtemps? Il s'est avéré que les patients ont pu prendre le cabozantinib plus longtemps que le sunitinib, qui est aussi une chose très positive. Finalement, on s'est penché sur le taux de réponse objectif et avec cabozantinib, 27% des patients ont eu un rétrécissement comparé à 20% avec sunitinib. Donc ça veut dire quoi pour les patients? Moi, je travaille en Ontario avec le Dr Bossé. Et le financement est semblable par rapport aux autres endroits au pays, à l'exemption de Québec. Le gouvernement
prescriper des médicaments selon certains ordres. Donc pour les patients qui prennent le nivolumab et ipilimumab, si le cancer s'aggrave, le gouvernement va payer sunitinib ou pazopanib. Et puis, si ces médicaments ne fonctionnent pas, on peut accéder à un troisième traitement, cabozanib et axitinib. Et selon les informations présentées, j'ai tendance à me dire que peut-être cabozanib devrait être offert plus tôt. Et comme médecin, nous pourrions demander cela. Il existe des données du monde réel qui suggèrent que cabozanib devrait faire partie de la deuxième ligne de traitement. Donc, quelques points à retenir de cette réunion. Toripalimab plus axitinib est aussi une option de traitement de première intention pour la maladie du rein. Belzutifan est un nouveau médicament qui peut être combiné avec d'autres médicaments et les études de phase 3 sont en cours pour identifier le meilleur moment de l'utiliser et quel médicament doit être combiné avec. Il y a des données réelles qui montrent qu'une combinaison de médicaments est la meilleure option. La recherche est un partenariat qui comprend les familles, les médecins, les sociétés pharmaceutiques, les gouvernements et Cancer du Rein Canada. Et je voudrais donc remercier tous les patients et les familles qui participent aux études, qui prennent du temps, mais les informations qui découlent de ces études aident d'autres patients atteints du cancer du rein. Et ça ne veut pas forcément prendre un médicament, mais tout simplement faire la collecte de données afin de répondre aux questions auxquelles les sociétés pharmaceutiques ne s'intéressent pas est très utile. Et Cancer du Rein Canada a joué un rôle très important. On a pu faire de la recherche très importante. On a organisé des publicités sur l'existence des études et donc je tiens à remercier Cancer du Rein Canada. Merci. Merci de vos commentaires. J'en suis très reconnaissante. En fait, j'allais poser une question sur les essais cliniques. Ils sont vraiment importants pour ce qui est de l'évolution du traitement. La participation du patient est essentielle. Parfois, on envoie trop de sondages aux patients leur demandant de participer à toutes sortes d'activités et c'est un peu frustrant, mais ça fait la différence pour eux et pour les prochains patients. Ça change la donne telle qu'on voit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je voudrais également commenter les données sur l'importance de CAVO comme traitement de deuxième ligne et je sais que les médecins vont demander à ce que ce soit utilisé, mais peut-être comme communauté de patients, nous allons aussi pouvoir faire du plaidoyer. C'est de meilleurs traitements selon les données. Et donc peut-être nous pourrions aider à apporter ce changement qui va répondre aux besoins des patients. Vous savez, les bailleurs de fonds écoutent les patients et Cancer du Rein Canada a souvent participé aux études et a contribué des informations. Et ces informations sont prises en considération, donc on vous entend. Vous avez parlé de beaucoup d'essais cliniques. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment très importants en ce moment au Canada? C'est une bonne question. Il y a plusieurs centres qui ont participé à l'étude sur belzutifan, y compris le nôtre. On étudiait les patients qui avaient subi l'immunothérapie et dont la maladie a progressé. On comparait belzutifan combiné avec pembrolizumab. Belzutifan
plus lenvatinib comparé à cabozantinib, mais cette étude vient de terminer. C'est une très bonne question. Chez nous, en fait, on participe à l'étude SADO-Shrink. Je ne sais pas si Dr. Swaminath l'a mentionné, mais ça concerne les patients ayant des métastases immunothérapie avec une combinaison de médicaments. La moitié recevront la RCS et l'autre ne le reçoivent pas. Et donc peut-être la radiothérapie va libérer des antigènes dans le sang qui améliorent l'immunothérapie. C'est vraiment quelque chose de très important. Non, il me semble qu'il l'a pas mentionné. Mais nous allons nous efforcer à fournir ces informations aux patients. Je sais que belzutifan est souvent mentionné par les patients. Et donc j'aimerais confirmer, le médicament n'est pas actuellement disponible pour un traitement du cancer du rein. Oui, c'est vrai. En fait, il est disponible pour les patients qui ont la maladie von Hippel-Lindau. Donc le gouvernement paye le belzutifan dans ce contexte et ça a vraiment fait la différence car les patients qui ont ce problème génétique peuvent avoir plusieurs tumeurs, y compris plusieurs tumeurs au rein, et c'est traité avec plusieurs opérations. Et plus on en a d'opérations, on enlève du rein, et donc la fonction est réduite. Donc ça a tout un impact pour faire rétrécir les reins et pour réduire le nombre d'interventions chirurgicales. Merci. Selon ma recherche, il n'est pas encore disponible aux États-Unis. Pour les patients de carcinome à cellules rénales claires. Est-ce que c'est vrai? C'est une bonne question. Je ne suis pas certaine à 100%. Une très bonne question. Je ne sais pas. Il me semble que non. On nous pose cette question très souvent. Et parfois, les patients vous demandent si le médicament n'est pas disponible au Canada, est-ce qu'on peut y avoir accès aux États-Unis? Et c'est pas aussi facile que ça. Et les médicaments ne sont pas toujours disponibles ailleurs. Donc on essaie de trouver ces informations, mais il me semble qu'il n'est pas disponible aux États-Unis. Oui, je peux vous en faire un suivi. Merci. Il y a une question? C'était la même question. Belzutifan. En fait, elle répond à ma question. Belzutifan est disponible aux États-Unis par des assureurs privés. Donc ce serait difficile pour les Canadiens, mais je ne suis pas certaine. Donc nous allons vous en faire un suivi. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à toutes ces études? Je sais que quelques-uns de nos patients ont participé à l'étude de Cabo et everolimus dans leurs essais cliniques. Donc c'est bien que les Canadiens y participent. Merci de votre présentation. C'était une si bonne présentation qu'il n'y a pas de questions.